quand vous voulez m'interviewer, il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer. Parce que là, si vous prononcez encore ce nom, je ne réponds plus. Je suis désolé, hein. Ça ne dépend pas de vous. Mais ne prononcez plus ce nom. Moi, je ne perds pas mon temps pour des inutilités. J'ai d'autres choses à faire, plus sérieuses. S'il y a quelqu'un qui veut protéger les tortionnaires, c'est son problème. Moi, je n'écoute que mon client. Sauf si mon client vient démentir, en ce moment, on avisera. Mais c'est ce qu'il m'a dit que moi, je dis. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver pour cet entretien. Je reçois aujourd'hui Maître Célestin Agbogan. Il est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et aussi et surtout l'avocat de l'artiste Amron qui a été arrêté et remis en liberté le 21 juin dernier. Il est avec moi pour discuter un peu de la situation de son client et en général un peu de la situation des droits de l'homme au Togo. Maître Célestin Agbogan, bonjour. Bonjour. On va directement attaquer les choses. Le ministre Bawara Gilbert a eu des mots peu amicaux avec vous lors d'un entretien télévisé. Il vous a traité d'avocat véreux à la réputation douteuse. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un de recommandable, a-t-il dit, après votre sortie, dénonçant les tortures dont votre client Amron a été victime. Qu'est-ce que vous répondez au ministre Bawara? Je ne réponds pas. Je ne réponds, je ne dis rien, je ne réponds pas. J'ai d'autres choses plus importantes, plus utiles à faire que de répondre à des choses comme ça. Mais il a été quand même très dur avec vous, maître. Mon frère, je dis, je ne réponds pas. Le silence, comprenez. Est-ce que vous avez des problèmes personnels avec le ministre Bawara? Je ne l'ai jamais rencontré. Dans ma vie, une seule fois, je l'ai rencontré dans le cadre où ils ont invité en tant que représentant de la Ligue avec d'autres organisations de la société civile pour parler de la situation des enseignants regroupés au sein du syndicat des enseignants du Togo, le 7, qui avait été licencié dans le temps. C'est ma toute première et dernière fois de le rencontrer. Alors, comment justifiez-vous qu'il vous traite de la sorte? Monsieur, vous pouvez permettre qu'on aille à des choses sérieuses que de perdre du temps pour des trucs comme ça? Moi, je ne perds pas mon temps pour des inutilités. J'ai d'autres choses à faire, plus sérieuses. C'est entendu. Comment se porte votre client Amron depuis sa libération le 21 juin dernier? Moralement, il est au top. Sauf que physiquement, je ne sais pas s'il va bien parce que par rapport au traitement qu'il a eu, il doit suivre des soins. Et donc, en réalité, il n'est pas en parfaite santé. Il ne se porte pas comme il se portait avant son enlèvement de son domicile dans la nuit du 26 mai. Alors, est-ce que c'est seulement physiquement, comme vous le dites, si vous dites qu'il a été torturé, ça veut dire qu'il quelque part il a été traumatisé, donc des séquelles psychologiques aussi? Oui, ça aussi, c'est d'autres aspects. Un médecin avisera. Naturellement, quand quelqu'un est torturé, il y a toujours des séquelles traumatisantes. Et puis bon, certainement qu'il a il doit avoir des problèmes psychologiques que le médecin seul pourra déceler et guérir. Maître Agbogan, Gilbert Bawara refute toutes ces accusations, allégations de torture sur Amron. Vous maintenez qu'il a été torturé. Finalement, qui faut-il croire, maître? À vous de voir. Moi, j'ai discuté avec mon client qui m'a parlé. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut protéger les tortionnaires, c'est son problème. Moi, je n'écoute que mon client. Sauf si mon client vient démentir, en ce moment, on avisera. Mais c'est ce qu'il m'a dit que moi, je dis. Je ne sais pas où est-ce que l'autre ou quelqu'un d'autre ait trouvé la preuve contraire je pense que toute autorité qui a entendu des allégations de torture, que ce soit faux ou vrai, doit saisir le juge pour faire une enquête par rapport à cela. Mais lorsqu'on ne le fait pas, et on se met dans des, je ne sais pas, bavardage inutile, je pense que c'est une manière de protéger les tortionnaires. Et protéger un tortionnaire possède une complicité coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a été torturé a la possibilité d'ouvrir une procédure judiciaire pour avoir justice. Est-ce que vous y pensez? Je n'en ai pas encore parlé avec mon client et c'est à lui de penser d'abord avant qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, je ne suis pas le seul conseil de Amron. Et j'ai ma conseillère Sophie qui est là. Et puis, bon, tout dépendra d'abord du client et ensuite les avocats aviseront et verront ce qu'il y a lieu de faire.
On va repartir un peu au départ parce qu'il y a un peu de flou autour de cette affaire. Des gendarmes sont arrivés au domicile, ont débarqué au domicile de Amron et l'ont arrêté. Ils étaient une cinquantaine. Est-ce que c'est sur plainte qu'ils sont arrivés ou bien quel est le motif de cette arrestation? Pourquoi ils sont venus le prendre manu militari? À ma connaissance, il n'y a aucune plainte jusqu'à ce jour. Aucune plainte. En tout cas, si après les heures qui ont suivi sa libération, il y a eu une plainte, je n'en sais rien, mais je sais qu'avant son interpellation et jusqu'à sa libération, il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre lui entre les mains des autorités judiciaires. Ce qui voudrait dire que M. Amron, mon client Amron, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire et d'ailleurs d'une détention arbitraire. Mais bon, lorsque dans un pays qui se dit état de droit, on vient prendre un citoyen pour citoyen dans de pareilles conditions, je pense que c'est condamné, c'est déjà à condamner et déjà qui procède de la violation des droits des citoyens. Ça veut dire que nous sommes en danger, tout le monde peut du jour au lendemain se retrouver dans la même situation. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ça et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Ni avec ni avec Amron ou toute autre personne, tout citoyen de ce pays. Donc ça veut dire que le procureur n'a joué aucun rôle dans cette affaire, ça s'est limité à la gendarmerie? Ça s'est limité, ça a commencé à la gendarmerie, ça s'est poursuivi jusqu'au centre psychiatrique de Zébé. Et c'est depuis le centre psychiatrique de Zébé que le procureur a été mis au courant. Ce que le procureur a fait, c'est de requérir son internement. Parce que là, lorsque un médecin constate qu'une personne qui a été interpellée et que il fait un rapport sur son état de santé qui relève de ce qu'on a appelé des troubles mentaux ou des affections mentales. Et il va sans dire que le procureur y est saisi et à qui on a transmis le rapport, ne pouvait que ordonner son internement. C'est ce que le procureur a fait. Et donc, à la fin, lorsque un autre rapport fait état de l'évolution de sa santé, le procureur également a requis donc sa libération. Oui, mais maître, est-ce que cette procédure, la façon dont les choses se sont passées est normale? Est-ce qu'en amont, ce n'est pas le procureur qui doit requérir une expertise psychiatrique? C'est ce que nous disons. Tout a été mené. Toute cette opération d'enlèvement a été menée sans qu'aucune autorité judiciaire ne soit au courant, sans que le procureur ne soit au courant. C'est-à-dire qu'ils ont commis des bêtises, et après, il dit, procureur, il faut venir régulariser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que nous disons, ça n'a rien à voir, ça ne respecte rien, aucun droit, aucune législation dans notre pays. Plutôt, ça viole toutes les lois. Et donc, je pense qu'une autorité devait prendre des dispositions pour que cela soit régularisé. Au lieu de venir crier pour dire des choses. Dans cette affaire, qui accusez-vous? On sait qu'entre-temps, Amron a dû présenter des excuses publiques au président du Conseil, Faure Gnassingbé. D'aucuns disent que c'est sous contrainte. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une opération directement commanditée par les services du président du Conseil, Faure Gnassingbé? Je ne saurais le dire, je n'ai aucune preuve, je n'y ai même pas songé. Mais ce que je sais, c'est que quand ces personnes sont venues l'enlever, et ils l'ont accusé d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du chef de l'État. Et donc, quand on l'a amené au centre psychiatrique de Zébé, on lui a posé le bon problème. Et il a dit, moi, je n'ai fait que dire la vérité. Si peut-être vous considérez que ma manière de le dire est injurieuse, et je vois, je ne peux pas refuser. Et donc, je vais devoir présenter des excuses au chef de l'État. Alors, laissez-moi rentrer pour présenter mes excuses dans les mêmes conditions que celles où dans lesquelles j'ai tenu ces propos-là. Laissez-moi le faire chez moi à la maison dans les mêmes conditions.
Ils ont dit non, vous n'allez pas rentrer pour le faire, vous allez le faire hic et non, ici et maintenant. Et il a refusé, il dit non, si je le fais ici, et je ne serai pas à l'aise et donc je ne le ferai pas de bon cœur. Je suis obligé donc de le faire malgré moi. Alors laissez-moi rentrer pour le faire en toute aisance. Ils ont refusé et puis c'est la nuit ou le petit matin à 2 heures qu'un groupe débarque pour lui dire vous devez tout de suite faire la déclaration pour présenter les excuses. Il a insisté, il a dit non. Et ils ont dit, mais vous n'avez pas le choix. Et il dit, bon, si je le fais, sachez que ça va se retourner contre vous. Quand personne ne va croire, parce que là, je l'ai fait malgré moi. Parce que si je dois le faire, ce serait en toute liberté. Maintenant, là, vous me contraignez à le faire. Je le ferai, je suis obligé. Il a dit clairement, je suis obligé de le faire. Mais sachez que ça va se retourner contre vous. Et c'est dans cette condition-là qu'il a fait cette déclaration. Est-ce que c'est libre, cette déclaration? Selon la question reste posée, chacun n'a qu'à y trouver une réponse. Le ministre Gilbert Bawara dit que Amron n'a pas été victime de torture, que ce sont des allégations mensongères que vous avez propagées. Mais est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils ont été obligés de raser Amron? Est-ce que ça, c'est légal? Quand vous voulez m'interviewer, il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer. Parce que là, si vous prononcez encore ce nom, je ne réponds plus. Je suis désolé, hein. Ça ne dépend pas de vous. Mais ne prononcez plus ce nom. Oui, alors, parce maître, que si je ne veux pas... est-ce que les gendarmes, s'il vous plaît, est-ce que les gendarmes vous ont dit pourquoi ils ont rasé Amron? Je n'ai pas rencontré les gendarmes. Je n'ai jamais rencontré les gendarmes. Lorsque Amron, on l'a interpellé, on l'a amené au SCRIC. Après, on lui a bandé les yeux, on l'a amené ailleurs. Et c'est là-bas on lui a rasé. Le SCRIC, c'est quoi, maître? Le SCRIC, c'est, par définition, le service central de renseignement et des investigations criminelles. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est une unité de gendarmerie, d'accord, qui poursuit les crimes, ou du moins qui fait les enquêtes relativement aux crimes. Vous avez vu la définition là, du criminel. Donc, on dirait que Amron était un criminel, parce que même si on l'accuse d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du chef de... C'est un délit, ce n'est pas un crime. Je ne vois pas pourquoi c'est le SCRIC qui s'y mêle. Bon, de toute façon, ce n'est pas là le problème. Donc, quand on l'a amené là-bas, après, bon, on l'a conduit dans un lieu que lui-même il ignore. Et puis c'est là-bas on lui a rasé la tête et puis enlevé les barbes. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est légal dans le droit positif togolais qu'on rase des prévenus? Je ne sais pas s'il fallait déjà... je ne sais pas si jusqu'à présent on peut considérer qu'Amron était prévenu. Est-ce que c'est normal qu'on rase? Jusqu'alors, comme j'ai dit, Amron n'est pas prévenu. Il n'a jamais été prévenu. Le procureur n'a jamais initié. Parce que pour que quelqu'un soit prévenu, ce soit le procureur qui le poursuit. Donc, il n'est pas prévenu. Et comme j'ai dit là, rien n'a été fait conformément à la loi. Tout ce qu'ils ont fait là, rien. Au contraire, ils ont violé les droits de Amron en le prenant, manu militari, en le conduisant là où ils ont voulu, en lui infligeant des traitements inhumains et en lui rasant les barbes et puis les cheveux. Maître, comment expliquez-vous que les autorités aient finalement décidé de remettre en liberté Amron? Pourquoi, selon vous, ils ont été obligés de prendre cette décision? Bon, ce que moi je dirais, c'est que le médecin a dit qu'à travers son rapport, après avoir diagnostiqué le mal, il a dit je devais lui prodiguer des soins pour une durée approximative de 1 mois. Alors, je considère qu'à la fin, ou du moins à une étape de ce traitement, il a considéré qu'il y a une évolution et que Amron est pratiquement guéri ou est guéri. Il y a de quoi le libérer. Donc c'est lui qui, à travers son rapport, a dit voilà, maintenant il va bien, il va mieux, et qu'il peut regagner son domicile. Et il a été libéré sur réquisition du procureur. C'est ce qu'on peut trouver normal, quoi. Vous avez dit qu'il a diagnostiqué le mal. Bon, on parle de folie, mais c'est vague. Qu'est-ce que le médecin a exactement et précisément trouvé comme mal dont Amron souffrait, selon lui? Je vous assure que jusqu'à cette heure-là, je n'ai pas vu le rapport du médecin. Le procureur m'a parlé du rapport, mais je ne l'ai pas lu, je n'en ai pas eu copie. Vous avez demandé, maître? Oui, j'ai demandé, mais il m'a dit qu'il n'y a pas encore de procédure judiciaire. Si c'est qu'il y a une procédure judiciaire, je pourrais consulter le dossier, je pourrais en avoir copie. C'est ce qu'il m'a dit. Bon,
je ne lui en tiens pas rigueur. Maître, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause des manifestations annoncées pour les 26, 27 et 28 que les autorités ont été obligées de remettre en liberté Amron pour calmer un peu la pression qui montait? Ben, je pense que des gens ont dit que c'était pour les manifestations du 6 juin que Amron a été interpellé. C'est pour empêcher qu'il a été interpellé. Maintenant, si l'arrestation n'a pas pu empêcher la manifestation du 6 et qu'on estime que c'est la libération qui va empêcher les manifestations des 26, 27, 28, c'est tant mieux. C'est à eux d'apprécier. Nous sommes là en tant qu'observateurs et on avisera. Alors, il y a des manifestants qui ont été arrêtés lors des manifestations du 6 juin dernier. Les autorités disent les avoir remises en liberté. Je vous pose cette question en tant que président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Combien de personnes avaient été arrêtées et est-ce qu'elles ont été toutes libérées? Il y avait eu en tout et pour tout 101 personnes. Est-ce que nous avons monté? Est-ce que nous avons décompté? 101 personnes et puis 98 ont été libérés et 3 sont inculpés et toujours en détention parce qu'on les accuse de troubles aggravés à l'ordre public et de tentatives d'atteinte contre la sécurité intérieure de l'État. Les manifestations du 26, 27 et 28 ont été en quelque sorte interdites à travers un communiqué du gouvernement qui les juge illégales. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va démobiliser les populations qui prévoyaient descendre dans la rue, étant donné qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, dont 3 sont encore en détention, comme vous le dites? Bon, moi je ne vous dirai pas, je ne sais pas qui organise les manifestations. Est-ce qu'il y a une association ou un parti politique ou du moins un groupe d'individus ou du moins une personne qui a fait une déclaration à l'autorité qui organise une manifestation qu'on puisse l'interdire? Je n'en sais rien. Mais est-ce que chaque citoyen n'a pas le droit, dès qu'il le sent, de manifester lui seul, dans la rue, pacifiquement? On appelle ça une manifestation spontanée, on appelle ça... Lorsqu'un individu veut faire une manifestation, lui, il veut contester quelque chose, il rentre dans la rue, il n'a pas besoin qu'on lui a une autorisation pour qu'on parle d'interdiction. Donc, je ne sais pas qui organise, peut-être que c'est les citoyens, chacun individuellement qui va se manifester. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas qui organise, donc je ne suis pas à mesure de me prononcer sur cela. Si les autorités sentent qu'il y a quelqu'un qui organise quelque chose et qui veut l'interdire, qui n'ont qu'à à l'interdire conformément à leur fameuse loi sur la liberté de manifestation et de réunion, puisque cette loi-là même viole les conventions internationales auxquelles ils ont adhéré. Cette loi-là qui a été dénoncée par les Nations Unies, qui ont dit que cette loi, elle est liberticide. Cette loi qui ne protège à rien les libertés fondamentales de manifestation et de réunion pacifique. Donc, est-ce qu'on a encore une loi? Je me demande. Ou bien nous vivons dans un état de jungle? Je me le demande également. Donc, moi, je dis, au Togo, il n'existe même pas de liberté de manifestation. Rien de tout ça. Alors, lorsque ça n'existe pas, lorsque tout le monde veut faire une manifestation, on dit, vous n'êtes pas obligé, vous ne devez pas passer par ici. Finalement, à Lomé, on ne peut pas faire une manifestation. Donc, on doit aller dans la brousse. Donc, peut-être qu'il faut aller dans les villages pour manifester. Alors, vous pensez qu'il y a droit à la manifestation dans ce pays? En tant que défenseur des droits de l'homme, vous m'avez posé cette question en tant que défenseur de l'homme. Suis-je contre cette manière de procéder qui viole systématiquement la liberté de manifestation? On parle beaucoup, les opposants parlent beaucoup de prisonniers politiques au Togo. Ils appellent à leur libération. Est-ce que, selon vous, il y a des prisonniers politiques et au nombre de combien sont-ils? Il y en a plein, il y en a des dizaines. Et je ne peux pas vous donner la liste exacte, mais nous avons répertorié les prisonniers politiques. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a. Ils sont interpellés dans le cadre de ce qu'ils ont appelé révolution, Tigre Révolution. Il y en a tout récemment à Fexio. Il y a Jean-Paul Omolou. Donc, vous savez, il y en a. Il y en a. Bon, lorsque les autorités politiques ils sont là, ils disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques parce que lorsque on arrête quelqu'un dans le cadre de ses opinions, on habille une infraction, souvent c'est trouble à l'ordre public, c'est tentative d'atteinte contre la sécurité de l'État, ils ont leur infraction.
tout est fait. Quand tu viens là, tu parles tu contestes la manière de diriger le pays. On te colle l'infraction. Prêt à porter, quoi. On te colle ça, et puis bon, on dit, bah, c'est une infraction de droit commun, et que, bon, voilà, le code de la publique, donc voilà, c'est ça. Il y a des prisonniers politiques, des gens qui sont en prison pour leur opinion, simplement. Pour la situation politique au Togo, quelle est votre opinion personnelle, maître? La situation politique, je crois que je ne suis pas politique et je ne vais pas parler de la situation politique. Oui, mais si vous me demandez la situation sociale, peut-être culturelle ou bien les droits humains, je vous répondrai valablement. Bon, les tensions qu'il y a, les appels à manifester, les menaces du gouvernement qui interdisent ces manifestations. Ça veut dire simplement que le pays est en crise. Le pays est en crise, c'est une crise sociopolitique et il va falloir que les autorités réfléchissent et réagissent pour que il y a une solution très appropriée qui y soit donnée au lieu de se verser dans la diversion de toutes sortes. Je pense que c'est l'essentiel qu'il faut faire pour sauver ce pays-là. Oui, mais les autorités disent qu'il n'y a où pas... rien ne va, les autorités où tout le monde se plaint, la vie chère, où lorsqu'il pleut un peu, même les routes goudronnées sont inondées. Et vous voyez que bon, au quotidien, là, on a l'impression d'être sur une autre planète. Et maintenant, même c'est les droits humains qui sont bafoués à tous égards. Vous convenez avec nous qu'il y a lieu de réfléchir pour trouver des solutions appropriées. Les autorités disent qu'il n'y a pas de crise au Togo, que la situation est sous contrôle. Bon, je crois que tout observateur neutre ou avisé, peut-être que vous apprécierez et vous verrez qui ment. Une dernière question. Face à une situation comme ça, où des gens menacent de faire des manifestations, on en a fait déjà, on a arrêté des gens. Et aujourd'hui, lorsque vous allez à Lomé, dans presque tous les carrefours, vous voyez des forces de l'ordre qui sont là, qui sont déployées à presque tous les carrefours de Lomé. Et on dit qu'il n'y a pas une crise. Je ne vois pas dans quel pays où il y a des gendarmes et des policiers partout, lorsque tout est calme, tout est paisible, ou lorsqu'il n'y a aucun problème. Donc, à vous d'apprécier. Une dernière question avant de vous laisser partir. Alors, votre client Amron, vous dites qu'il a été torturé, donc traumatisé. Est-ce qu'il pense à revenir dans le combat, à continuer à faire ses vidéos pour dénoncer la gouvernance du pays, ou bien cette page pour lui a définitivement tourné? Non, je pense que c'est un monsieur qui est sorti de cette détention-là, ragaillardi, revigoré d'ailleurs. C'est un monsieur très courageux et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Merci beaucoup à vous, Maître Célestin Agbogan. Vous êtes le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et avocat de l'artiste Amron qui a été remise en liberté après un passage dans un centre psychiatrique à Lomé. Merci infiniment, Maître, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.